vous m'entendez pas. Bonjour. Prenez-vous des NFT. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est correct? 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous me recevez, les jeunes capitalistes? Oui, merveilleux. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'on est entre nous. Et ça, c'est très bien. Eh bien, c'est parti. Je vais pas rappeler comment se déroule la séance, puisque j'ai l'impression que ne sont là que des habitués. C'est bien, on va gagner du temps. Sans plus attendre, boum, forme de la valeur, deuxième partie, ça dit quoi? Alors, précédemment sur Spartakiade, nous avons vu que la forme de valeur, forme la plus simple, qui met en relation une marchandise avec une seule autre, présente une polarité qui donne à la valeur deux formes. D'une part, une forme active, donc qui devient la forme de valeur relative, et d'autre part, la forme d'équivalent. On avait pu étudier plutôt à fond la forme relative, et on avait vu que cette forme relative, elle exprime dans la valeur d'usage de l'équivalent sa valeur à elle. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des petits dialogues illustratifs que j'espère utiles à la compréhension du bousin. Nous avons également vu, même si on ne s'était pas vraiment arrêté dessus, que le changement quantitatif de la forme valeur relative ne reflète pas complètement le changement de valeur de la marchandise. Je vous ai mis un exemple qui est bien plus développé que ça dans le texte du Capital, où on voit que si un lingot de fer vaut 10 et qu'une miche de pain vaut 2, alors un lingot de fer vaut 5 miches de pain, très bien. Si un lingot de fer vaut 5 et une miche de pain vaut 1, alors un lingot de fer vaut toujours 5 miches de pain. Mais pourtant, il y a eu un changement substantiel, puisque entre l'un et l'autre cas, la quantité de valeur des deux marchandises est totalement différente. On voit donc bien que ça n'est pas avec la seule forme d'expression simple de la valeur qu'on peut tout comprendre de ces éventuels changements quantitatifs. Ensuite, nous avons vu que la forme... pardon, je suis un peu paumé. Que la forme relative, en quelque sorte, donc comme on l'a dit, hein, elle prend le corps de la forme équivalent pour refléter sa valeur à elle. Ce que j'ai essayé d'illustrer sous la forme d'un petit masque, voilà, c'est-à-dire que la forme relative exerce une espèce de contrainte sur la forme équivalent, et c'est par cette contrainte-là, par son caractère actif, qu'elle peut s'exprimer comme valeur. J'ai repris une citation du texte. Sous la forme équivalent, une marchandise figure comme simple quantité d'une matière quelconque, précisément parce que la quantité de sa valeur n'est pas exprimée. Ça nous permet de faire le lien avec la question de l'équivalent qu'on n'avait pas développé. Ça nous permet de montrer aussi, et ça Marx s'y attaque assez longuement, que avant d'être un rapport quantitatif, la forme simple de la valeur est un rapport qualitatif. Dans tout le passage sur la forme de la valeur, Marx nous parle, surtout au début, de la valeur d'échange qui devient une forme de la valeur d'usage, pardon, qui devient une forme de manifestation de son contraire, donc la valeur. Et il engage une polémique, si vous vous souvenez du texte,
avec les esprits forts du libre-échange d'une part et les mercantilistes d'autre part. Euh, Peut-être que le passage aura soulevé chez vous des questions. Je vous avoue que de mon côté, je ne m'y suis pas attardé parce que c'est vraiment des polémiques qui sont dans le contexte historique. On pourra y revenir si vous voulez. Voilà, voilà. Et ça nous permet d'attaquer le passage sur la forme d'équivalent que nous n'avions pas étudié, que nous avions simplement lu. Et bah maintenant, on va pouvoir aller un peu plus à fond dedans. Alors, nous allons voir que la forme équivalent, les particularités de la forme équivalent recèlent une triple inversion. Pour l'expliquer, j'ai eu recours à un petit texte que je vous ai partagé sur le Discord. Donc, dans le Discord, il y a un salon Notes Ressources où je vous ai mis le lien vers le texte en question. Vous me direz après si vous voulez que je lise la partie du texte. Puisque je l'ai mise dans mes diapos. Ça peut aider. Honnêtement, je le trouve vraiment pas mal foutu, ce petit texte. À voir si les explications que je vais vous donner suffisent, parce que ça va être assez rapide. Sachant qu'on est quand même sur un passage assez décisif, comme tous les autres d'ailleurs, mais voilà, vous me direz si vous voulez que je le lise ou pas, ou si vous préférez gagner du temps et lire le texte de votre côté après. Première particularité de la forme d'équivalent, donc du pôle passif de notre relation élémentaire, la valeur d'usage devient la forme de manifestation de son contraire, la valeur. Nous avons vu plus haut que notre petit lingot d'or, il disait à la miche de pain « Toi, miche de pain, tu es la forme de ma valeur abstraite, du travail humain en général, du travail socialement nécessaire à ma production. » Ça, c'est le premier aspect. Second aspect, comme on s'en souvient maintenant, Marx a pas mal de reprises, étend le raisonnement qu'il applique à la marchandise à ce dont provient la marchandise, c'est-à-dire au travail. Et là, on ne déroge pas à la règle, puisqu'il nous dit, comme il nous disait avant, la valeur d'usage devient la forme de manifestation de son contraire, la valeur. Il nous dit maintenant, le travail concret devient la forme de manifestation de son contraire, le travail humain abstrait. Nous avons donc le travail concret qui a produit la miche de pain, qui joue ici notre rôle d'équivalent. Et par cette action du lingot de fer sur lui, il est transformé, enfin, ou du moins il ne fait plus ressortir que son caractère abstrait de travail humain générique. Troisième point, et c'est peut-être le plus important, le travail privé devient immédiatement un travail sous une forme sociale. On se rappelle que ce qui caractérise la société dans laquelle règne le mode de production capitaliste, c'est que c'est une société où tout producteur doit être marchand, c'est-à-dire où tout producteur est par définition isolé, puisque marchand, et parce que s'il veut être marchand, il faut bien qu'il soit isolé des autres marchands pour échanger des marchandises. C'est la division sociale du travail induite par la domination de la forme marchandise qui veut ça. Voilà. Or, dans la forme d'équivalent, le travail privé devient immédiatement un travail sous une forme sociale. Alors, c'est une expression qui peut paraître un petit peu nébuleuse, qui à mon avis sera beaucoup plus claire quand on aura lu jusqu'à la fin sur vraiment l'apparition de la monnaie. Pour l'éclaircir dans un premier temps, je peux vous lire le texte auquel je faisais référence plus tôt, de M. Bonibuel. En tout cas, pour l'instant, voilà, on peut essayer d'indiquer ça de cette manière. C'est que le petit producteur isolé, enfin le petit ou le gros d'ailleurs, le producteur de marchandises dans la société capitaliste, il se dit je travaille pour moi, je produis des valeurs d'usage.
Sauf que la validation sociale de ce qu'il produit, c'est-à-dire la vente, elle fait intervenir un équivalent. Et par l'intervention de cet équivalent, dans la mesure où là on se concentre sur vraiment le mec qui produit l'équivalent en question, le marché lui dit non, 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 tu ne produis pas pour toi, tu produis en vue de l'échange. Ce qui est un peu consubstantiel à la définition d'une marchandise. Et donc, ton travail que tu as mené isolément, quand il se réalise comme équivalent, il se réalise comme forme sociale. Bon, ce que Marx dit va même au-delà de la réalisation, puisqu'il dit le travail privé devient immédiatement un travail sous une forme sociale. Ça, à mon avis, ça nécessite de plus amples discussions. Je doute que les quelques petites diapos que je vous ai préparées suffisent à tout éclaircir. Quoi qu'il en soit, je vous propose, avant d'attaquer le texte du jour, puisque la dernière fois on n'avait pas pu vraiment explorer à fond tout le passage sur l'équivalent, de faire un premier temps d'échange sur Discord, ce qui sera aussi l'occasion pour moi de traiter une question qui m'a été adressée après la fin de la première séance, donc qui porte spécifiquement sur l'équivalent. Et c'était une question de Gabriel. Donc si Gabriel est là, je l'invite à se connecter sur Discord pour qu'on parle de sa question. Et s'il n'est pas là, c'est fort dommage, je répondrai à sa question en son absence. Est-ce que ça vous va de vous connecter sur Discord, les loulous ? Bien, alors je vois que Julien est sur Discord. Euh, les autres, s'il y en a d'autres, je vous attends. Voilà, voilà. On se dit dans 2 minutes, on se connecte ? 5 minutes, je suis en voiture, mais j'écoute. Bien. Il est 47. On prend à 48. On se connecte sur Discord à 53. A tout de suite. Rebonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre le Discord ? Si oui, vous venez dans le channel live Twitch et ramenez-vous, ça va être bien. Julien, je peux savoir ce que tu fous au juste ? Bien, bien, bien. Je vois que Tinous se connecte. Tinous, on se ramène sur Discord. Bonjour Tinous. Hello, Comment vas-tu ? ça va très bien, Tinus. Bon, ça fait plaisir. Hello. Est-ce que... Attends, c'est Julien qu'on entend là ? Non, Non, c'est moi. Ah, Gab. c'est Gab. Bonjour Je Gab. Ça va? Ça va et toi ? Ouais. Très beau, très, très belle slide, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Du coup, on peut commencer par répondre à la question que tu m'as adressée la dernière fois. Allô ? oui.
bien, et ben on fait ça. Alors, Gab, tu veux que je lise la question telle qu'elle m'a été transférée? Ouais, vas-y. Comme ça me rafraîchit la mémoire. Il se passe beaucoup de choses dans une semaine. Ok. Alors, c'était. Du coup, la valeur équivalente ne prend pas en compte le savoir-faire des artisans, qui peut prendre plus ou moins de temps à être entraîné, du talent, car deux tailleurs ne cousent pas la même chemise en même temps. Donc même ce temps/homme est relatif au talent de l'artisan qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Alors, tel que je comprends la question, enfin, déjà, il y a un truc. Tu parles de. Du coup, la valeur équivalente ne prend pas en compte le savoir-faire des artisans. Donc, tu te réfères à un passage spécifique de tout le laïus sur la forme équivalent? Oula, non, je crois que quand j'ai posé la question, j'étais sur la partie à la fin, on essayait d'estimer, enfin, où je pense que tu parlais qu'il y avait un temps d'heure normal, on va dire standard, pour chaque mise ou chaque objet. Et moi, je m'interrogeais sur est-ce que ce temps d'heure, il n'est pas relatif à chaque objet? Il n'y a pas de standard réel en termes de temps. En fait, ça nous ramène quasiment au tout début, sur vraiment la substance de la valeur en elle-même. Ah, Euh, j'étais pas là au tout début. C'est Ah, pour ça que j'ai d'accord. pas la Ok, réponse. ok, ok. Et bah, c'est très bien, ça nous permet de faire un rappel. Enfin, je parle du tout début du bouquin, hein. Ouais, ouais, les premiers lives, j'ai pas tout suivi tout de suite. Ok, C'était que le dernier que j'ai vraiment le temps. et bah parfait. Du coup, ce que dit Marx, c'est que la valeur, euh, par définition, c'est le temps de travail socialement nécessaire à la production de la marchandise. Euh, et ce socialement, il faut le comprendre comme généralement, ou comme en moyenne, si tu veux. Moyenne. Moyenne, Voilà. d'accord. Euh, Ce que te dit Marx, c'est que la totalité de la valeur des marchandises d'une société donnée s'objective dans la totalité des marchandises elles-mêmes. Et c'est en le présentant comme ça, en fait, il te montre que. Enfin, il a vraiment tout un paragraphe où il dit mais oui, mais alors si la valeur c'est le temps de travail social, ça veut dire que si un mec il met 2 heures à produire ce qu'un autre mec met 1 heure à produire, son produit à lui aura plus de valeur. Ce que Marx te dit, c'est que la loi de la valeur, elle s'applique à l'échelle de toute la société. Et que donc, le gars qui prend son temps, on va dire, euh, qui est plus ou moins habile, plus ou moins appliqué à sa tâche, le quantum de temps qu'il aura dépensé au-delà de cette moyenne socialement nécessaire sera perdu, en fait. Euh, D'accord. et cette, le poids de cette loi, son effectivité, tu le sens quand le contrôle de gestion vient te dire toi, on a mesuré, tu es quand même vachement moins productif que tes collègues. Donc, il va falloir mettre un sacré coup de collier, sinon tu dégages. Voilà. Ok, donc ça mesure dans la valeur au-dessus, mais dans la valeur au-dessus, en dessous, il y a parfois, par exemple, je sais pas, il y a une urgence, il y a besoin de construire un événement dans l'événementiel ou quoi, il y a des contraintes en temps, et il faut essayer de construire en moins de temps possible. Donc là, on va accorder plus de valeur à quelqu'un qui va mettre le moins de temps possible, ou être en dessous de la moyenne, par exemple. Moi, je suis capable de le faire en un jour et le festival est dans un jour, il monte la tente, là, il y a plus de valeur, non? Alors, si on en reste à la valeur au sens que lui donne Marx, donc la valeur économique, on reste dans un raisonnement en moyenne, ce qui veut dire que 1 heure de temps de travail social, général, abstrait, ce sera toujours 1 heure de temps de travail abstrait. Ça, Ok. ça on ne peut pas y faire grand-chose. L'exemple que tu évoques, mettons, tu as des gars qui doivent absolument monter la scène du festival avant vendredi 15 h, parce que sinon, le festival, il peut pas démarrer. Ouais. Euh, Là, si tu veux,
la valeur d'usage, et pas la valeur économique, hein. Vraiment la valeur d'usage de cette scène n'existe que si la scène est montée en temps et en heure. Tu vois, Ouais, donc ou sinon créer un décor, tu vois. Créer un décor pour cette scène, si on parle quelque chose de tangible qui dure dans le temps. oui, voilà, enfin oui, ou créer un décor, ou ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, le machin, il faut qu'il soit construit à temps. Tu vois. Ouais, Et là, pour moi, c'est vraiment une question de valeur d'usage ok. et pas de valeur économique. Euh, Ça fait, on peut dire que ça fait partie des propriétés physiques, matérielles de ce décor que d'être construit au bon moment. Voilà. Ok, Et tout ce qui se passe, tout ce qui se passe avant dans sa production, c'est ça qui va nous intéresser dans le domaine de l'économie. ok, Mais c'est clair. bon, et bah ma foi, tu m'envoies ravi. Est-ce qu'on a d'autres interventions, des commentaires, si on peut revenir spécifiquement sur le passage de la forme équivalent? Julien, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as bien lu le passage? Connecte-toi, mon loulou. Nous brûlons d'entendre ta voix. Elle ne brûle pas trop non plus, hein. Oui, oui, j'ai fait mes devoirs, un peu en retard, là, je le révise. C'est Mais bien. là, attends, aujourd'hui, tu es censé lire quel passage? Là, on traite le passage qu'on a lu la dernière fois sur la forme équivalent, et aujourd'hui, normalement, on déroule jusqu'à la forme monnaie, en fait. Ok, ok, ok. Ok, donc tu as passé tout, la forme d'équivalent et ses particularités. Justement, la forme d'équivalent et ses particularités, c'est ce sur quoi j'aimerais qu'on revienne, si tu as des remarques, des commentaires, voilà. Enfin, aussi, toi ou quelqu'un d'autre. Ah, pour l'instant, j'en ai pas, mais je pense que j'en aurai. Donc, il faut que je relise certains passages. Bien. Alors, dans ce cas, Tinous, Julien, je vous demande solennellement, voulez-vous que je lise l'extrait du petit texte explicatif que je vous ai trouvé? Ou est-ce que vous préférez le lire dans votre coin? Quel extrait? L'extrait... t'as peut-être loupé ça. Ah, celui sur Discord? Oui, voilà. C'est le texte de Benoît Bonibuel, Forme de la valeur, synthèse du capital de Karl Marx. Vas-y. Je vous lis ça. Mhm. Allez, c'est parti. Un petit coup de flotte. Boum, boum, boum. Donc, petit a. La valeur d'usage devient la forme de manifestation de son contraire, la valeur. Autrement dit, comme on l'a vu, la valeur d'usage de l'équivalent est ce qui porte l'expression de la valeur relative. C'est ainsi que la valeur de la valeur relative, comme abstraction réelle, devient effective socialement. Mais on peut dire aussi que dans cette expression, la valeur d'usage, en étant le porteur de l'abstraction de la valeur, est recouverte par cette abstraction. Elle n'est plus ce qui importe socialement, mais elle n'est plus qu'un prétexte pour que s'exprime l'abstraction de la valeur. Ce phénomène d'inversion paraît très théorique, mais il a pourtant des effets conséquents dans la réalité sociale concrète. Au niveau structurel, cette inversion peut signifier par exemple que la question de la satisfaction des besoins humains, valeur d'usage, dans la société capitaliste, est conçue comme un simple moyen, ou comme un prétexte, pour que s'exprime l'abstraction de la valeur. La dimension matérielle et concrète des biens produits, valeur d'usage, n'est plus ce qui importe en premier lieu socialement, mais ce qui concentre tous les regards et toutes les attentions devient au contraire la valeur abstraite qui utilise cette matérialité pour s'exprimer. Si l'on comprend bien que cette valeur abstraite, lorsqu'on la développe, renvoie à la réalité de l'argent, alors on peut traduire plus clairement l'inversion qui est ici en jeu. La production de biens et de services matériels et concrets, satisfaisant des besoins concrets, n'est qu'un prétexte ou qu'un moyen pour la société capitaliste, moyen qui doit permettre avant tout l'expression d'une valeur abstraite ou la production d'argent.
Autrement dit, peu importe ce que l'on produit, pourvu qu'on produise de l'argent. Cette inversion folle, cette contradiction structurelle et destructrice à l'œuvre dans la société marchande, qui est à la racine de toutes ces destructions, est déjà très manifeste dans la forme simple de la valeur. Ce pourquoi l'analyse de cette forme simple est décisive. Petit b, le travail concret devient la forme de manifestation de son contraire, le travail humain abstrait. La valeur relative utilise l'équivalent comme valeur d'usage pour exprimer sa valeur. Cela signifie aussi que la valeur relative, pour exprimer la quantité de travail abstrait qu'elle contient, utilise le corps concret de l'équivalent, tel qu'il dérive d'un travail concret. Ainsi, le travail utile ou concret n'est plus que le porteur du travail abstrait. L'activité concrète et spécifique des travailleurs, production de bombes, de livres, de cigarettes, de médicaments, etc., n'est donc plus qu'un moyen ou un prétexte pour que s'exprime une détermination abstraite et quantitative du travail. Cette inversion, encore une fois, traduit une folie sociale. Les activités productives, comme manifestations a priori particulières et spécifiques, ne comptent qu'en tant qu'on les réduit abstraitement et qu'en tant qu'on a aboli leurs particularités et spécificités. De ce fait, le caractère destructeur d'un produit n'est pas un argument décisif contre sa production. De même que le caractère sain d'un produit n'est pas un argument décisif justifiant sa production. Peu importe ce que l'on produit, pourvu qu'on produise de l'argent. Dans la société capitaliste, peu importe la manière dont se réalise le travail, pourvu que ce travail soit réductible à une abstraction quantifiable. Petit c, le travail privé devient immédiatement un travail sous une forme sociale. La socialité du travail ici renvoie à la capacité qu'a la marchandise produite d'être échangée contre une autre sur le marché. Il s'agit d'une socialité abstraite, qui se réalise dans l'échange de produits déterminés quantitativement et abstraitement. Mais il s'agit aussi de la socialité qui prime dans des conditions capitalistes. Le travail producteur de marchandises est d'abord privé en tant qu'il est opéré par un travailleur isolé, qui vend sa force de travail pour la satisfaction de ses besoins privés. Mais dans la mesure où ce travail produit des marchandises, il n'a de sens qu'en tant que ces marchandises ont une valeur et sont échangeables contre d'autres marchandises ou contre de l'argent sur un marché séparé. Autrement dit, même si l'échange des marchandises et donc la réalisation de la valeur se réalise après la production des marchandises, il n'en demeure pas moins que cette production doit être immédiatement déterminée par cette dimension sociale des marchandises, ou par cette capacité qu'elles ont d'être des valeurs effectives, échangeables. L'échange des marchandises, même s'il opère après coup, détermine néanmoins de façon transcendantale la production des marchandises, de telle sorte que le travail privé est immédiatement un travail sous une forme sociale. Néanmoins, il se peut finalement que la marchandise ne se vende pas, ne s'échange pas, qu'elle ne trouve pas de débouché. Mais cela est susceptible d'affecter le travailleur lui-même, qui pourra être moins rémunéré, voire licencié. On voit ainsi que la socialité immédiate imposée au travail privé, dans des conditions capitalistes, peut avoir des effets réels pour le travailleur. Et nous allons passer au texte du jour. Je vais d'abord quitter le channel live Twitch, histoire d'éviter les emmerdes, et boire un coup de flotte. Bien. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous voulez, on pourra évidemment revenir sur la question de la forme équivalent telle qu'on vient de la développer là. Et on va dérouler. Voilà. 3, 2, 1, c'est parti. 4. Ensemble de la forme-valeur simple. La forme simple de la valeur d'une marchandise est contenue dans son rapport valeur ou d'échange avec un seul autre genre de marchandise, quel qu'il soit. La valeur de la marchandise A est exprimée qualitativement par la propriété de la marchandise B d'être immédiatement échangeable avec A. Elle est exprimée quantitativement par l'échange toujours possible d'un quantum déterminé de B contre le quantum donné de A. En d'autres termes, la valeur d'une marchandise est exprimée par cela seul qu'elle se pose comme valeur d'échange.
Si donc, au début de ce chapitre, pour suivre la manière de parler ordinaire, nous avons dit la marchandise est valeur d'usage et valeur d'échange, prise à la lettre, c'était faux. La marchandise est valeur d'usage ou objet d'utilité et valeur. Elle se présente pour ce qu'elle est, chose double, dès que sa valeur possède une forme phénoménale propre, distincte de sa forme naturelle, celle de valeur d'échange. Et elle ne possède jamais cette forme si on la considère isolément. Dès qu'on sait cela, la vieille locution n'a plus de malice et sert pour l'abréviation. Il ressort de notre analyse que c'est de la nature de la valeur des marchandises que provient sa forme, et que ce n'est pas au contraire de la manière de les exprimer par un rapport d'échange que découle la valeur et sa grandeur. C'est là pourtant l'erreur des mercantilistes et de leurs modernes zélateurs, les Ferrier, les Ganil, etc. Aussi bien que de leurs antipodes, les commis voyageurs du libre-échange tels que Bastia et consorts. Petit encart, ce que j'avais dit tout à l'heure sur la polémique de Marx avec les libre-échangistes et les mercantilistes, en fait c'est là. Voilà, ça vient pas dans le passage sur la forme d'équivalent, autant pour moi. Je reprends. Les mercantilistes appuient surtout sur le côté qualitatif de l'expression de la valeur, conséquemment sur la forme équivalente de la marchandise, réalisée à l'œil, dans la forme argent. Les modernes champions du libre-échange, au contraire, qui veulent se débarrasser à tout prix de leur marchandise, font ressortir exclusivement le côté quantitatif de la forme relative de la valeur. Pour eux, il n'existe donc ni valeur ni grandeur de valeur en dehors de leur expression par le rapport d'échange, ce qui veut dire pratiquement en dehors de la cote quotidienne du prix courant. L'Écossais MacLeod, qui s'est donné pour fonction d'habiller et d'orner d'un si grand luxe d'érudition le fouillis des préjugés économiques de Lombard Street, la rue des grands banquiers de Londres, forme la synthèse réussie des mercantilistes superstitieux et des esprits forts du libre-échange. Un examen attentif de l'expression de la valeur de A en B a montré que dans ce rapport, la forme naturelle de la marchandise A ne figure que comme forme de valeur d'usage, et la forme naturelle de la marchandise B que comme forme de valeur. L'opposition intime entre la valeur d'usage et la valeur d'une marchandise se montre ainsi par le rapport de deux marchandises, rapport dans lequel A, dont la valeur doit être exprimée, ne se pose immédiatement que comme valeur d'usage, tandis que B, au contraire, dans laquelle la valeur est exprimée, ne se pose immédiatement que comme valeur d'échange. La forme valeur simple d'une marchandise est donc la simple forme d'apparition des contrastes qu'elle recèle, c'est-à-dire de la valeur d'usage et de la valeur. Le produit du travail est, dans n'importe quel état social, valeur d'usage ou objet d'utilité. Mais il n'y a qu'une époque déterminée dans le développement historique de la société qui transforme généralement le produit du travail en marchandise. C'est celle où le travail dépensé dans la production des objets utiles revêt le caractère d'une qualité inhérente à ces choses, de leur valeur. B. Forme valeur totale ou développée. Par exemple, Z marchandise A égale U marchandise B, ou égale V marchandise C, ou égale X marchandise E, ou blablabla, etc., etc. Dit autrement, 20 mètres de toile égale un habit, ou 20 mètres de toile égale 10 livres de thé, etc., etc. Vous avez compris. Ah, très intéressant ça comme question. Est-ce qu'il y a une importance dans le fait que Marx a abandonné valeur d'échange pour juste utiliser valeur ? On y reviendra dans Discord, garde bien cette question sur le côté. Petit 1, la forme développée de la valeur relative. La valeur d'une marchandise, de la toile par exemple, est maintenant représentée dans d'autres éléments innombrables. Elle se reflète dans tout autre corps de marchandise comme en un miroir. Tout autre travail, quelle qu'en soit la forme naturelle, taille, ensemençage, extraction de fer ou d'or, etc., est maintenant affirmé égal au travail fixé dans la valeur de la toile, qui manifeste ainsi son caractère de travail humain. La forme totale de la valeur relative met une marchandise en rapport social avec toutes. En même temps, la série interminable de ces expressions démontre que la valeur des marchandises revêt indifféremment toute forme particulière de valeur d'usage. Dans la première forme, 20 mètres de toile égale un habit, il peut sembler que ce soit par hasard que ces deux marchandises sont échangeables dans cette proportion déterminée. Dans la seconde forme, au contraire, on aperçoit immédiatement ce que cache cette apparence.
La valeur de la toile reste la même, qu'on l'exprime en vêtements, en café, en fer, au moyen de marchandises sans nombre appartenant à des échangistes les plus divers. Il devient évident que ce n'est pas l'échange qui règle la quantité de valeur d'une marchandise, mais au contraire, la quantité de valeur de la marchandise qui règle ses rapports d'échange. Petit 2. La forme d'équivalent particulière. Chaque marchandise, habits, froment, thé, fer, etc., sert d'équivalent dans l'expression de la valeur de la toile. La forme naturelle de chacune de ces marchandises est maintenant une forme équivalent particulière, à côté de beaucoup d'autres. De même, les genres variés de travaux utiles, contenus dans les divers corps de marchandises, représentent autant de formes particulières de réalisation ou de manifestation du travail humain pur et simple. Et on fait une petite pause, et on essaye de revenir sur ce qui vient de nous être expliqué. Marx, après avoir fait un zoom sur l'un et l'autre côté de la forme valeur simple, considère désormais cette forme valeur en tant que telle. Et bon alors, il nous dit que voilà, c'est la forme d'apparition des contrastes que recèle la marchandise. On peut essayer de faire un premier lien avec ta question, Anne. Pourquoi Marx a abandonné valeur d'échange pour juste utiliser valeur ? Moi, en première approche, j'étais partisan de dire que en fait, valeur, c'est juste une abréviation qu'il utilise pour parler de valeur d'échange. Sauf que en fait, il y a deux manières de considérer la valeur d'échange, qui sont assez différentes. La première, c'est ce qu'on a fait au tout début, c'est de la considérer comme substantielle, comme une propriété inhérente à la marchandise elle-même. Et là, ce qu'il nous dit en dézoomant, c'est qu'en fait, cette propriété, elle ne se manifeste que dans l'échange. Et qu'à ce titre-là, il y a un glissement de valeur d'échange à juste valeur. Je remarque que mes explications ne sont pas claires du tout. Ça n'est pas grave, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, en tant que forme d'apparition des contrastes que recèle la marchandise, la forme valeur simple, avec ces deux pôles qui sont dans une espèce de conflit permanent, comme elle traduit en fait toute la production de la société capitaliste, elle veut bien dire qu'en fait il y a contradiction absolument partout, universellement dans cette société. Et on pourra y revenir. Il nous parle ensuite de la valeur relative sous forme développée. Il nous dit, voilà, on a notre lingot de fer qui va prendre pour équivalent la miche de pain, mais qui à un autre moment va prendre une épée, qui à un autre moment va prendre un cochon, etc., etc. Et donc par cette opération, tous les équivalents juxtaposés comme ça deviennent des équivalents particuliers. Et on sent qu'il y a déjà un glissement, en fait. Alors qu'avant, c'était l'équivalent qui était investi de la substance valeur pour gagner en généralité, en fait, pour exprimer le caractère de travail social abstrait, etc. En se démultipliant comme ça, un équivalent ne finit par être plus qu'un autre équivalent. Et donc on sent que le caractère général de l'équation va peut-être se retrouver du côté de la valeur relative. Mais ça n'est pas encore le cas. Et nous passons donc au défaut de la forme valeur totale ou développée. Coup de flotte.
Nicotine. Et on est reparti. Défaut de la forme valeur totale ou développée. D'abord, l'expression relative de valeur est inachevée parce que la série de ces termes n'est jamais close. La chaîne dont chaque comparaison de valeurs forme un des anneaux peut s'allonger à volonté à mesure qu'une nouvelle espèce de marchandise fournit la matière d'une expression nouvelle. Si, de plus, comme cela doit se faire, on généralise cette forme en l'appliquant à tout genre de marchandises, on obtiendra au bout du compte autant de séries diverses et interminables d'expressions de valeur qu'il y aura de marchandises. Les défauts de la forme développée de la valeur relative se reflètent dans la forme équivalente qui lui correspond. Comme la forme naturelle de chaque espèce de marchandise fournit ici une forme équivalente particulière à côté d'autres en nombre infini, il n'existe en général que des formes équivalentes fragmentaires, dont chacune exclut l'autre. De même, le genre de travail utile, concret, contenu dans chaque équivalent, n'y présente qu'une forme particulière, c'est-à-dire une manifestation incomplète du travail humain. Ce travail possède bien, il est vrai, sa forme complète ou totale de manifestation dans l'ensemble de ses formes particulières, mais l'unité de forme et d'expression fait défaut. La forme totale ou développée de la valeur relative ne consiste cependant qu'en une somme d'expressions relatives simples ou d'équations de la première forme, telles que 20 mètres de toile égale un habit, 20 mètres de toile égale 10 livres de café, etc., dont chacune contient réciproquement l'équation identique. Un habit égale 20 mètres de toile, 10 livres de thé égale 20 mètres de toile, etc. En fait, le possesseur de la toile l'échange-t-il contre beaucoup d'autres marchandises et exprime-t-il conséquemment sa valeur dans une série d'autant de termes? Les possesseurs des autres marchandises doivent les échanger contre la toile et exprimer les valeurs de leurs marchandises diverses dans un seul et même terme, la toile. Si donc nous retournons la série, 20 mètres de toile égale un habit, ou égale 10 livres de thé, ou égale, etc., etc., c'est-à-dire si nous exprimons la réciproque qui est déjà implicitement contenue, nous obtenons forme valeur générale. Bon, et je vous lis pas ça parce que c'est très, je vois pas comment je peux lire ça. Vous avez compris. Petit 1, changement de caractère de la forme valeur. Les marchandises expriment maintenant leur valeur. Premièrement, d'une manière simple, parce qu'elles l'expriment dans une seule espèce de marchandise. Deuxièmement, avec ensemble, parce qu'elles l'expriment dans la même espèce de marchandise. Leur forme-valeur est simple et commune, conséquemment générale. Les formes 1 et 2 ne parvenaient à exprimer la valeur d'une marchandise que comme quelque chose de distinct de sa propre valeur d'usage ou de sa propre matière. La première forme fournit des équations telles que celle-ci. Un habit égale 20 mètres de toile, 10 livres de thé égale une demi-tonne de fer, etc. La valeur de l'habit est ainsi exprimée comme quelque chose d'égal à la toile, la valeur du thé comme quelque chose d'égal au fer, etc. Mais ces expressions de la valeur de l'habit et du thé sont aussi différentes l'une de l'autre que la toile et le fer. Je ne sais pas pourquoi il y a des virgules là où il ne devrait pas y avoir de virgules. Mais un culpa. Cette forme ne se présente évidemment dans la pratique qu'aux époques primitives où les produits du travail n'étaient transformés en marchandises que par des échanges accidentels et isolés. La seconde forme exprime plus complètement que la première la différence qui existe entre la valeur d'une marchandise, par exemple d'un habit, et sa propre valeur d'usage. En effet, la valeur de l'habit y prend toutes les figures possibles vis-à-vis de sa forme naturelle. Elle ressemble à la toile, au thé, au fer, à tout, excepté à l'habit. D'un autre côté, cette forme rend impossible toute expression commune de la valeur des marchandises, car dans l'expression de valeur d'une marchandise quelconque, toutes les autres figurent comme ses équivalents, et sont par conséquent incapables d'exprimer leur propre valeur. Cette forme valeur développée se présente dans la réalité dès qu'un produit du travail, le bétail par exemple, est échangé contre d'autres marchandises différentes, non plus par exception, mais déjà par habitude. Dans l'expression générale de la valeur relative, au contraire, chaque marchandise telle que habits, café, fer, etc. possède une seule et même forme valeur. Par exemple, la forme toile, différente de sa forme naturelle. En vertu de cette ressemblance avec la toile,
La valeur de chaque marchandise est maintenant distincte non seulement de sa propre valeur d'usage, mais encore de toutes les autres valeurs d'usage, et par cela même représentée comme le caractère commun et indistinct de toutes les marchandises. Cette forme est la première qui met les marchandises en rapport entre elles comme valeur, en les faisant apparaître l'une vis-à-vis de l'autre comme valeur d'échange. Les deux premières formes expriment la valeur d'une marchandise quelconque, soit en une autre marchandise différente, soit en une série de beaucoup d'autres marchandises. Chaque fois, c'est, pour ainsi dire, l'affaire particulière de chaque marchandise prise à part de se donner une forme valeur. Et elle y parvient sans que les autres marchandises s'en mêlent. Celle-ci joue vis-à-vis d'elle le rôle purement passif d'équivalent. La forme générale de la valeur relative ne se produit au contraire que comme l'œuvre commune des marchandises dans leur ensemble. Une marchandise n'acquiert son expression de valeur générale que parce que, en même temps, toutes les autres marchandises expriment leur valeur dans le même équivalent. Et chaque espèce de marchandise nouvelle qui se présente doit faire de même. De plus, il devient évident que les marchandises qui, au point de vue de la valeur, sont des choses purement sociales, ne peuvent aussi exprimer cette existence sociale que par une série embrassant tous leurs rapports réciproques, que leur forme valeur doit, par conséquent, être une forme socialement validée. La forme naturelle de la marchandise, qui devient l'équivalent commun, la toile, est maintenant la forme officielle des valeurs. C'est ainsi que les marchandises se montrent les unes aux autres, non seulement leur égalité qualitative, mais encore leur différence quantitative de valeur. Les quantités de valeur projetées comme sur un même miroir, la toile, se reflètent réciproquement. Exemple, 10 livres de thé égale 20 mètres de toile, et 40 livres de café égale 20 mètres de toile. Donc 10 livres de thé égale 40 livres de café. Ou bien il n'y a dans une livre de café que un quart du travail contenu dans une livre de thé. La forme générale de la valeur relative embrassant le monde des marchandises imprime à la marchandise équivalent qui en est exclue le caractère d'équivalent général. La toile est maintenant immédiatement échangeable avec toutes les autres marchandises. Sa forme naturelle est donc en même temps sa forme sociale. Le tissage, le travail privé qui produit la toile, acquiert par cela même le caractère de travail social, la forme d'égalité avec tous les autres travaux. Les innombrables équations dont se compose la forme générale de la valeur identifient le travail réalisé dans la toile avec le travail contenu dans chaque marchandise qui lui est tour à tour comparé, et fait du tissage la forme générale dans laquelle se manifeste le travail humain. De cette manière, le travail réalisé dans la valeur des marchandises n'est pas seulement représenté négativement, c'est-à-dire comme une abstraction où s'évanouissent les formes concrètes et les propriétés utiles du travail réel. Sa nature positive s'affirme nettement. Elle est la réduction de tous les travaux réels à leur caractère commun de travail humain, de dépense de la même force humaine de travail. La forme générale de la valeur montre, par sa structure même, qu'elle est l'expression sociale du monde des marchandises. Elle révèle, par conséquent, que dans ce monde, le caractère humain ou général du travail forme son caractère social spécifique. Bien. C'était long, c'était dense, et il va falloir y revenir sur Discord. Alors, petit récapitulatif, ce qui va être l'essentiel de mon intervention. Je ne vais clairement pas me plonger dans les détails de ce qui vient d'être dit. Je vous expliquerai plus tard comment j'entends le faire dans un prochain épisode. Pour l'instant, je garde un peu de suspense. Mais, nous avons petit 1, forme valeur simple, un lingot de fer égale tant de miches de pain. Petit 2, forme valeur totale, un lingot de fer égale tant de miches de pain, mais aussi égale tant d'épées, mais aussi égale tant de cochons, etc., etc. Et tous ces équivalents qui sont apparus dans la deuxième forme, ils vont se mettre ensemble et ils vont dire tut.
on n'est pas d'accord. On va renverser la situation, il y a comme une espèce de révolution de palais dans le monde des marchandises. Et ils vont dire au lingot de fer, maintenant, c'est toi l'équivalent. Et boum, une nouvelle inversion. Et on arrive à la forme-valeur générale, qui nous donne cette notion extrêmement importante pour expliquer l'apparition de la monnaie selon Marx, qui est celle d'équivalent général. Expression sociale du monde des marchandises. Alors, il y a des expressions, enfin des formules de Marx à la toute fin. Quand on sera sur Discord, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Si vous arrivez à expliquer cette phrase. Sinon, c'est pas grave, mais je vous propose qu'on essaye quand même. La forme générale de la valeur montre par sa structure même qu'elle est l'expression sociale du monde des marchandises. Elle révèle par conséquent que dans ce monde, le caractère humain ou général du travail forme son caractère social spécifique. À titre d'indice, je rappellerai que social, ça veut dire qui s'applique à la société en général, qui s'applique à l'ensemble de la société. Voilà. Et donc on voit bien dans cette expression que d'un côté, on a toute la société, enfin la société des marchandises, hein, qui se met d'accord pour désigner son équivalent général. Et désormais, ça se passe comme ça. Les marchandises qui étaient autrefois des formes particulières d'équivalent, maintenant doivent se référer à l'équivalent général pour connaître leur propre valeur. Alors qu'auparavant, elles pouvaient passer par toute la série qu'on avait indiquée dans la deuxième forme. Maintenant, elles ont un point de référence unique, ce qui est quand même vachement pratique pour elles. Et nous arrivons à la suite. Petite respiration. Ça va, vous tenez le coup ? Moi, je vous avoue, je commence à... déjà un peu chaud. Hein. Bon. 2. Rapport de développement de la forme valeur relative et de la forme équivalent. La forme équivalent se développe simultanément et graduellement avec la forme relative. Mais, et c'est là ce qu'il faut bien remarquer, le développement de la première n'est que le résultat et l'expression du développement de la seconde. C'est de celle-ci que parle l'initiative. C'est marrant parce que si on étudiait l'histoire de l'argent... Pardon, je m'interromps pour lire le commentaire parce que c'est très, très important pour ce qu'on va faire après. On parle beaucoup de son côté pratique et Marx semble complètement l'ignorer. On y reviendra au côté pratique et à l'histoire de l'argent. Enfin, bref, pardon, je reprends. La forme équivalente, blablabla, mais c'est de la forme relative que parle l'initiative. Hein, on se souvient qu'il y en a une qui est à la base le pôle actif et l'autre qui est le pôle passif. La forme valeur relative simple ou isolée d'une marchandise suppose une autre marchandise quelconque comme équivalent accidentel. La forme développée de la valeur relative, cette expression de la valeur d'une marchandise dans toutes les autres, leur imprime à toutes la forme d'équivalent particulier d'espèces différentes. Enfin, une marchandise spécifique acquiert la forme d'équivalent général, parce que toutes les autres marchandises en font la matière de leur forme générale de valeur relative. À mesure cependant que la forme valeur en général se développe aussi l'opposition entre ces deux pôles, valeur relative et équivalent. De même, la première forme valeur, 20 mètres de toile égale un habit, contient cette opposition, mais ne la fixe pas. Dans cette équation, l'un des termes, la toile, se trouve sous la forme valeur relative, et le terme opposé, l'habit, sous la forme équivalent. Si maintenant on lit à rebours cette équation, la toile et l'habit changent tout simplement de rôle, mais la forme de l'équation reste la même. Aussi est-il difficile de fixer ici l'opposition entre les deux termes. Sous la forme 2, une espèce de marchandise peut développer complètement sa valeur relative, revêt la forme totale de la valeur relative, parce que et en tant que toutes les autres marchandises se trouvent vis-à-vis d'elle sous la forme équivalent.
Ici, l'on ne peut déjà plus renverser les deux termes de l'équation sans changer complètement son caractère et la faire passer de la forme valeur totale à la forme valeur générale. Sous cette forme 3, le monde des marchandises ne possède donc une forme valeur relative sociale et générale que parce que toutes les marchandises qui en font partie sont exclues de la forme équivalent ou de la forme sous laquelle elles sont immédiatement échangeables. Par contre, la marchandise qui fonctionne comme équivalent général, la toile par exemple, ne saurait prendre part à la forme générale de la valeur relative. Il faudrait pour cela qu'elle puisse se servir à elle-même d'équivalent. Nous obtenons alors 20 mètres de toile égale 20 mètres de toile, tautologie qui n'exprime ni valeur ni quantité de valeur. Pour exprimer la valeur relative de l'équivalent général, il nous faut lire à rebours la forme 3. Il ne possède aucune forme relative commune avec les autres marchandises, mais sa valeur s'exprime relativement dans la série interminable de toutes les autres marchandises. La forme développée de la valeur relative, ou forme 2, nous apparaît ainsi maintenant comme la forme spécifique dans laquelle l'équivalent général exprime sa propre valeur. Petit 3, transition de la forme valeur générale à la forme argent. La forme équivalent général est une forme de la valeur en général. Elle peut donc appartenir à n'importe quelle marchandise. D'un autre côté, une marchandise ne peut se trouver sous cette forme, la forme 3, que parce qu'elle est exclue elle-même par toutes les autres marchandises comme équivalent. Ce n'est qu'à partir du moment où ce caractère exclusif vient s'attacher à un genre spécial de marchandise que la forme valeur relative prend consistance, se fixe dans un objet unique et acquiert une authenticité sociale. La marchandise spéciale avec la forme naturelle de laquelle la forme équivalent s'identifie peu à peu dans la société devient marchandise monnaie, ou fonctionne comme monnaie. Sa fonction sociale spécifique, et conséquemment son monopole social, est de jouer le rôle de l'équivalent universel dans le monde des marchandises. Parmi les marchandises qui, dans la forme 2, figurent comme équivalent particulier de la toile, et qui, sous la forme 3, expriment ensemble dans la toile leur valeur relative, c'est l'or qui a conquis historiquement ce privilège. Mettons donc dans la forme 3 la marchandise or et à la place de la marchandise toile, et nous de la marchandise or à la place de la marchandise toile, et nous obtenons petit d forme monnaie ou argent. 20 mètres de toile égale un habit, blablabla, tout cela est égal à 2 onces d'or. Des changements essentiels ont lieu dans la transition de la forme 1 à la forme 2 et de la forme 2 à la forme 3. La forme 4, au contraire, ne diffère en rien de la forme 3, si ce n'est que maintenant c'est l'or qui possède à la place de la toile la forme équivalent générale. Le progrès consiste tout simplement en ce que la forme d'échangeabilité immédiate à universelle, ou la forme d'équivalent général, s'est incorporée définitivement dans la forme naturelle et spécifique de l'or. L'or ne joue le rôle de monnaie vis-à-vis des autres marchandises que parce qu'il jouait déjà auparavant vis-à-vis d'elles le rôle de marchandise. De même qu'elles toutes, il fonctionnait aussi comme équivalent, soit accidentellement dans des échanges isolés, soit comme équivalent particulier à côté d'autres équivalents. Peu à peu, il fonctionna dans des limites plus ou moins larges, comme équivalent général. Dès qu'il a conquis le monopole de cette position dans l'expression de la valeur du monde marchand, il devient marchandise-monnaie. Et c'est seulement à partir du moment où il est déjà devenu marchandise-monnaie que la forme 4 se distingue de la forme 3, ou que la forme générale de valeur se métamorphose en forme monnaie ou argent. L'expression de valeur relative simple d'une marchandise, de la toile par exemple, dans la marchandise qui fonctionne déjà comme monnaie, par exemple l'or, est forme prix. La forme prix de la toile est donc 20 mètres de toile égale 2 onces d'or. Ou si 2 livres sterling sont le nom de monnaie de 2 onces d'or, 20 mètres de toile égale 2 livres sterling. La difficulté dans le concept de la forme argent, c'est tout simplement de bien saisir la forme équivalent général, c'est-à-dire la forme valeur générale, la forme 3. Celle-ci se résout dans la forme valeur développée, la forme 2, et l'élément constituant de cette dernière est la forme 1. 20 mètres de toile égale un habit, ou X marchandise A égale Y marchandise B. La forme simple de la marchandise est par conséquent le germe de la forme argent. Je résume. La monnaie n'est qu'une marchandise particulière qui remplit la fonction d'équivalent général.
on a décidé, à un moment dans l'histoire humaine réelle, c'est l'or qui s'est imposé pour remplir cette fonction. Il me semble que c'est indiqué dans les notes de bas de page, à moins que ça ne vienne plus tard dans le texte. Marx nous explique que l'or, comme c'est un matériau qui ne s'oxyde pas, qui ne se perd pas, entre guillemets, c'est naturellement le plus apte, ou l'un des plus aptes à jouer cette fonction d'équivalent général à un certain stade de développement de la société. Marx nous fait passer un peu par le parcours logique, parce qu'on voit bien que c'est un développement logique avec toutes ces formules, ces retournements de formules, mais aussi un parcours historique, puisqu'à un moment il nous dit voilà, la première forme simple de la valeur x marchandise A égale y marchandise B n'apparaît que quand les échanges ont un caractère accidentel, ce sont des phénomènes très rares. Après, il nous dit, voilà, dans tous ces échanges, dans ce troc primitif, il y a une marchandise qui finit par acquérir la forme d'équivalent général, etc., etc. Il fait comme ça des petits clins d'œil à l'histoire, qui, si on s'y penche un peu plus, pourront fournir la matière à des développements un peu critiques. Je reviendrai là-dessus. Et en tant qu'équivalent général, évidemment, on doit garder à l'esprit que cette marchandise particulière, l'or, porte les contradictions propres à la forme équivalent. Donc elle est toujours une valeur d'usage qui est devenue une forme de manifestation de son contraire, la valeur. Elle est toujours l'expression du travail abstrait devenue forme de manifestation du travail concret. Et elle traduit toujours la socialité immédiate du travail privé. Et voilà, nous savons d'où vient la monnaie, logiquement, par une simple déduction, une bonne grosse déduction. On est parti du simple échange X marchandise A égale Y marchandise B, et maintenant on sait d'où vient la monnaie d'après Marx. C'est fantastique, je vous attends sur Discord pour discuter de tout ça. On se retrouve dans 5 minutes, il est 42. On se connecte sur Discord à 47. Bisous, bisous. Bonsoir. On se connecte sur le salon live Twitch. On est parti. Rebonjour Julien, comment revas-tu? Je vais bien, merci. Merveilleux. J'ai ma petite clope qui aide. Ouais, là il en faut, je pense. Mm. J'ai l'impression que Anne n'est plus en ligne. Ma foi, ça va être une discussion à deux voix, si tu en es d'accord. Bah, ça me va très bien. De toute façon, l'important, c'est la connaissance. Et tant pis pour les absents. Mais non, je vois qu'elle est encore connectée. Elle devrait être encore connectée sur Twitch. Ah bon. Bon. Bah, il y a trois connectés, donc si c'est pas Anne, je vois pas qui c'est. Bon, bah en tout cas, rejoignent le live ceux qui veulent et ceux qui sont là. Hein. Elle arrive, tu vois. Ah, merveilleux. Merveilleux. Bon, déjà, on va commencer par faire des compliments. Bon, il n'en a pas besoin à Marx pour la beauté du raisonnement qui amène à la monnaie. Franchement, je le trouve très clean et très waouh. Oui, c'est logique. Voilà. Ouais. C'est brutalement logique. Ouais, et je me demandais en lisant, en fait, je sais pas si tu sais, mais est-ce qu'on sait comment les auteurs libéristes ont adressé la question de la monnaie? Voilà, justement. C'est ce que je vous propose. Anne, j'espère que tu nous entends.
À la fin du chapitre... enfin, le chapitre 3, c'est la monnaie ou la circulation des marchandises. Où il établit que la monnaie est mesure des valeurs, ce qu'on appelle unité de compte maintenant, moyen de circulation, et le troisième paragraphe, c'est la monnaie ou l'argent. Bref. Donc Marx voit dans la monnaie toute une série de fonctions, et il y a des auteurs libéraux qui ont tenté d'expliquer l'apparition de la monnaie en isolant l'une ou l'autre de ces fonctions, et en proposant voilà, une explication historique, ou présentée comme historique, qui ferait la part belle, qui donnerait la primauté à une fonction sur une autre. Et donc il ne part pas du tout du présupposé de Marx sur l'échange de marchandises. Moi, donc pour la donner en termes de Marx, ils accordent à la monnaie une valeur d'usage majorée par rapport aux autres marchandises, ou c'est quoi leur explication anthropologique de la chose? Alors, du peu que j'ai vu pour l'instant, il y a une certaine diversité d'opinions. À mon avis, on va pouvoir les résumer aux deux que Marx expose plutôt quand il renvoie dos à dos les mercantilistes et les libre-échangistes. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin du chapitre 3, on fasse un épisode spécial où là, pour le coup, on a tous bossé au préalable et on fait une présentation des différentes théories de la monnaie qui sont plus ou moins à la mode aujourd'hui. Et on les confronte à ce que nous dit Marx. Et on voit si on arrive à ébranler un petit peu les fondations sur lesquelles il base son discours. Voilà. Si ça vous va. Mais genre, on peut prendre 1000 et compagnie? Ça, on se mettra d'accord en amont du stream pour voir un petit peu les différentes théories qui existent. Je vous propose que les échanges préparatoires se déroulent dans le salon Notes Ressources du Discord. On pourra, au moins pour mettre les liens vers les sources qu'on compte utiliser. Et moi, je me chargerai d'agréger tout ça. On en rediscutera un petit peu tout au long des semaines à venir. Et on fera une petite présentation de pourquoi, je l'espère, pourquoi tous ces libéraux n'ont rien compris. Voilà. À la limite, ça se trouve qu'on va les pardonner si on découvre que c'était pas par malice, juste par idiotie. Oui, et puis. Ça me fait penser, ça doit être marrant d'inviter un libéraux sur ta chaîne Ouais. pour un débat live. Inviter Macron. T'en es pas un? Oui, en vrai, oui, l'idée d'organiser des débats, évidemment, m'a traversé l'esprit. Après, moi, pour l'instant, j'estime que je suis pas encore solide sur mes appuis, tu vois. Là, l'idée de se confronter à des textes, déjà, ça me semble être une bonne préparation. C'est sûr qu'il faut aller pas par pas. Hein. Oui, clairement. Voilà. Clairement. Sinon, moi, je n'avais pas compris qu'est-ce que tu as essayé de m'expliquer pourquoi Marx a abandonné valeur d'échange. Pour utiliser juste valeur. Tu m'étonnes que t'aies pas compris, mon explication était claquée au sol. Hein. Julien, tu vas essayer? Non, je ne sais pas non plus. Donc, On est d'accord, juste un moment, ça a changé. Je sais même pas quelle je date. veux pas me tromper, mais il faut que je retrouve dans le texte. Mais il y a une petite phrase avant où il aborde cette question-là, mais il faut que je la retrouve. Mais je suis pas sûr de mes propos. Mais je me souviens aussi qu'il y a une phrase sur le sujet. Là, si je commence à la chercher, ça va prendre une plombe, ça va pas être fou. Mais on peut se proposer de la retrouver. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que il y a tu peux comprendre la valeur comme substance et comme truc qui existe dans la marchandise prise isolément. C'est-à-dire que voilà, tu considères une marchandise toute seule, tu dis qu'elle a une valeur. Et au début, Marx il parle de valeur d'échange parce que pour faire apparaître cette valeur,
qu'il se permet après de considérer isolément, il est obligé de passer par le rapport d'échange réel. Tu vois. Ouais, moi aussi, ce que j'ai C'est un peu plus pour ou nous moins pêcher, pensé. quoi. Moi, ce que j'ai aussi un peu pensé, c'est-à-dire qu'il passe à un deuxième stade de l'analyse où, Mm. après qu'il nous a expliqué, tu vois, la valeur d'usage, la valeur d'échange en rapport à la valeur d'usage et tout. C'est-à-dire quand on rentre dans le royaume des marchandises, c'est-à-dire qu'on oublie, on laisse derrière tout le principe d'utilité des objets de la production humaine, c'est-à-dire on relativise que sur le domaine de la marchandise. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire la distinction, tu peux parler de valeur en tant que telle parce qu'il n'y a plus de rapport avec la production en tant que telle. Mais après, je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais je Ça pense me que c'est semble juste logique. pour avancer, quoi. C'est pas qu'il laisse en arrière des concepts. Oui, c'est Euh, pour distinguer avec le moment où il parle de la production. Ça me paraît d'être une explication Ouais, je pense que c'est vraiment une question acceptable. c'est une question de moment logique. Voilà. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, moi, en parlant de ça, Thibaut, la question que je voulais te poser avant, moi, j'arrivais pas trop à la formuler, je sais même pas si je veux bien la formuler là maintenant. Quand tu nous as lu la synthèse, ok, de la forme de valeur, où il y a un moment où il y a toute la polémique avec les libéraux, et qui parle Ouais. du monde capitaliste, etc., comment le moment capitaliste, en fait, crée cette illusion, c'est-à-dire que toute cette abstraction, on va dire quand il parle de l'abstraction, la cristallisation du travail, donc le passage de la valeur d'usage, valeur d'usage à la valeur d'échange, etc. Et donc la primauté, soi-disant, du travail abstrait qui vient quantifier en fait la valeur des choses. Est-ce que il sous-entend qu'en fait ce rapport-là a été créé par le monde capitaliste ou il est inhérent à la production humaine? Enfin, est-ce qu'il c'est un produit du monde capitaliste ce qu'il analyse? Je sais pas si je me suis expliqué. Euh, C'est-à-dire, est-ce que toute cette analyse qu'il a faite, tout ce qu'on a lu ces derniers temps, en fait, c'est une façon de dire ça, c'est le monde capitaliste et avant, c'était pas comme ça. Est-ce que dans la société traditionnelle précédente, société féodale, classique, etc., tout ça n'existe pas? C'est-à-dire qu'il y a des pures valeurs d'usage et occasionnellement des valeurs d'échange et que le rapport fixe entre valeurs d'usage et valeurs d'échange est propre au monde moderne capitaliste. Euh, déjà, enfin, il parle pas du tout des formes de société antérieures à la forme capitaliste. Voilà. Donc là, j'ai envie de te dire, la comparaison est pas vraiment possible. Il nous faudrait des données historiques pour le faire. Pour moi, ce qu'il te dit, c'est que dans la forme d'échange la plus simple, avec simplement les deux pôles, forme relative, forme d'équivalent, enfin voilà quoi, x marchandise A égale y marchandise B, dont il te dit qu'elles se rencontrent de manière accidentelle, donc à des époques très primitives de l'histoire. Il y a déjà en germe tout ce qui suit jusqu'à la monnaie, jusqu'à la domination du travail abstrait sur le travail concret. Maintenant, la question du germe, c'est la question de comment il se développe. Ouais, mais ça sous-entend en fait que c'est pas structurel, c'est pas propre à ces sociétés-là. C'est-à-dire ça devient structurel et global que dans le contexte d'une société capitaliste. Voilà, ça devient structurel que quand le produit du travail en général prend la forme de marchandise. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans tout contexte, tout produit humain devient une valeur d'échange, devient une marchandise, quoi. Ce qui suppose un certain niveau de développement des forces productives. Parce que tu ne peux échanger que quand tu as un surplus à échanger. Ouais, voilà. Parce que par exemple, si je pense, je sais pas, aux sociétés féodales, tu as toute une partie du travail humain qui n'est pas échangée, en fait, en gros. Voilà. Qui est je sais pas, Typiquement dans la famille paysanne, par exemple. Oui, voilà. Ils cultivent leurs champs, ils consomment la plupart des produits qu'ils tirent de la terre.
Quand ils se font des vêtements, bah, c'est la bonne femme qui coud à la maison, Ouais, etc. voilà. etc. Voilà, il y a pas une économie, c'est-à-dire c'est production pour l'usage, pour l'utilité. Ah, Il Et y a, après, tu as un quota que tu donnes au seigneur, il y en a fait. il y a une économie, mais il y a pas d'économie au sens de l'économie Non, non, oui, politique oui, non, dans le sens, capitaliste ouais, voilà, moderne, quoi. voilà, il y a pas une économie globale qui règle tout, tous les mouvements d'objets. C'est-à-dire que tu as une économie entre les paysans et les seigneurs, mais tu n'en as pas entre les paysans. Les paysans, ils produisent pour eux-mêmes, donc il n'y a que des Si, valeurs d'usage, en fait, dans la si on veut, production. oui, si on veut, c'est très schématique, hein, je pense. Mais je pense on peut grosso modo le dire comme ça. Après, encore une fois, hein, inévitablement, on arrive à des questions de comment ça s'est passé concrètement dans l'histoire. Pour ça, moi, il y a un bouquin que j'aimerais beaucoup aborder, que je n'ai pas lu, mais qui a l'air d'être une référence absolument dingue. C'est Alain Beer, dont je parlais dans le premier épisode, il me semble. Ouais. Alain Beer, B-I-H-R, qui a écrit. Alors, je vais vous retrouver comment il s'appelle son bouquin. Donc, c'est 3 tomes. Ça s'appelle Le premier âge du capitalisme. Ok. Et dans la présentation qu'il en faisait chez la librairie Tropique, que je salue au passage, les camarades, il disait le premier âge du capitalisme, c'est ce que j'aurais aimé lire en lisant Le Capital. Dans Le Capital, Ok. il fait tout ce développement logique hyper abstrait. Et là, Beer, il y donne des figures concrètes, quoi. Donc ça pourrait être fichtrement intéressant de se pencher sur cet Ouais, ouvrage, tout à fait. mais ça, Ah, parce que moi, ça j'ai prend du temps. rapidement abordé le sujet sur les écrits de Mousteil, l'italien, là. Ouais. Il disait justement que enfin, je l'ai pas approfondi, hein, mais j'ai lu un passage où il disait en fait la différence fondamentale entre l'âge capitaliste, la société capitaliste, donc post-révolutionnaire de la bourgeoisie, et l'avant, donc on peut remonter jusqu'à l'âge classique, en fait, sans se pousser plus loin que ça. C'est qu'en fait, tu as des sociétés avant l'âge capitaliste de purs producteurs et de purs consommateurs. C'est-à-dire, il y a rarement l'entre-deux. Donc, tu as soit des esclaves, soit des paysans, soit des, comment dire en français, des servants de la glèbe, serviteurs de la glèbe, qui sont effectivement des purs producteurs, que ce soit que pour eux-mêmes ou pour donner aux seigneurs, et les seigneurs qui sont des purs consommateurs. Alors que le marchand et le bourgeois du monde capitaliste est aussi un peu producteur à sa façon. C'est-à-dire que le fait qu'il possède les moyens de production le rend en fait à sa façon producteur. Et il faudrait que Ouais. j'approfondisse un petit peu pour la contribution. Je pense que ça s'approfondit. Enfin, moi, là, pour moi, ça renvoie à la figure du capitaliste, capitaine d'industrie, quoi, qui a un pied dans la production concrète, qui est pas le rentier qui vide ses actions, mais qui est aussi une forme du capitaliste. Tu vois. Oui, oui. Bon, voilà. Mais ouais, à approfondir, faudrait voir comment, si on peut trouver le temps de parler du bouquin de Beer là-dedans, ou le faire sous forme de deuxième stream ou de prochain stream, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être très très enrichissant. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous voulez revenir dans le texte ? Parce que mine de rien, on a quand même abordé un passage un peu dense. Ou est-ce que tout est absolument clair ? Non, alors moi personnellement, le fait que ce passage-là, je l'avais déjà lu. Ouais. Donc en fait, ça me l'a littéralement clarifié en termes de concept. Moi, mes seuls doutes à chaque fois, c'est en termes de terminologie. En fait, je mélange continuellement les, tu vois, la forme de valeur générale, etc. À chaque fois, c'est Oui. l'équivalence générale et tout ça. Bah, et puis c'est d'autant plus compliqué de s'y retrouver qu'il y a des renversements. Oui, voilà, c'est ça. Donc à un C'est moment, ça. il te dit que la forme d'équivalent particulière, elle conspire avec toutes les autres
pour Ouais. ériger la forme relative en forme d'équivalent général ou l'inverse. Enfin bref, oui, Ouais, c'est un bordel, effectivement. Moi aussi, ça casse la tête, hein. On va pas se mentir. ouais, ça casse la tête surtout vraiment la formulation, quoi. Parce qu'en fait, en gros, si tu synthétises dans ta tête, c'est-à-dire telle marchandise équivaut à toutes les autres de telle manière en vertu de leur valeur, enfin, de leur unité de base commune qui est le travail cristallisé. Et après, conceptuellement, dans ta tête, tu peux retourner la relation. C'est-à-dire toutes les marchandises du monde ont une valeur exprimée dans cette marchandise-là, et du coup, on la remplace tout simplement avec l'or à un moment. Oui, Mais ouais. voilà. Oui, c'est le passage de la forme 2 à la forme 3 Ouais, quand tu te le représentes là avec sa petite son accolade là visuellement ça passe bien. ouais, Tu ouais, ouais. comprends l'idée de retournement. Après après ouais, je pense qu'il faudrait donner une forme concrète à tout cela, mais ce serait long et nécessaire. Ouais. Anne, est-ce que tu as noté des points d'attention particuliers, des questions, quelque chose? Non. Pas du tout. Donc tout est absolument limpide pour toi aussi? Oui, et je trouve que tes slides permet encore plus de visualiser le texte de Marx, donc je te félicite pour ta créativité. Bah, ça fait plaisir, c'est là pour ça. Ah, C'est- franchement, je vote pour Anne comme la best follower que tu peux avoir en général. Ah oui, Elle, en revanche, elle est super transparente. Est-ce que tu aimes bien? Non. Est-ce que tu as compris? Oui. oui, C'est indéniablement, je te c'est remercie sans équivoque. pour ta contribution, sans même parler de l'identité visuelle, hein. Mais ouais, big up. Franchement, il y aurait besoin Mais de je 150 pense que ça Anne pourrait être, pour lancer toute chaîne. je pense que ça pourrait être intéressant quand même que tu publies, même si tu lis qu'il n'y a pas des passages intéressants, mais pour les gens qui cherchent à comprendre, enfin à apprendre Que je, ce pu- que c'est que je publie le marxisme. les vidéos? Oui, Bah, depuis le début, enfin peut-être pas le premier, tout premier, parce que le tout premier était dur, mais alors, sinon, tes slides, ça permet beaucoup non seulement le tout de... premier était dur, mais en plus j'avais oublié de l'enregistrer, donc de toute façon il est perdu Ah à tout oui. jamais. En revanche, Et heureusement, j'ai envie de dire. oui. En revanche, les épisodes 2 et 3 sont sur YouTube, ils sont juste en privé pour l'instant. Ah, ok. Mais je les ai bien mis en ligne. Après, voilà, si vous voulez les consulter, je vous envoie le lien. Je ferai pareil avec Pourquoi ils sont en privé? parce que je suis encore trop timide ma foi, et puis je pense que il faudrait du montage pour que ça ait un intérêt pour le Les kidam petites de musiques, YouTube. Mais voilà. t'as raison, il faut faire un build-up de confiance, mais ça viendra. Ouais, voilà, De ouais. toute façon, te lancer dans une publication globale si t'as pas la confiance, ça va être juste destructeur. Il faut construire sa confiance. Moi, je Mais suis partisan des là, petits. il a la présence. Je vois pas pourquoi tu aurais des problèmes de confiance. Franchement, les slides que tu fais Non, sont mais bien, ta moi, voix je est le bien. comprends, hein. C'est-à-dire que tu dois quand même y mettre le visage, tu peux être à l'aise tant que tu veux Mm. dans ton sujet, mais en fait, tu vas en subir le choc tant Sinon, que tu te mets un t'as pas filtre. développé en Bah, toi. à la limite, enfin, c'est pas tant ça. Bon, déjà, par exemple, enfin, l'épisode 2, du coup, la voix sur Discord a été enregistrée à un volume très faible. Donc, Mm. déjà, publier Ouais. ça, pas dingue. Et puis je pense, enfin, Non, mais justement, ça sert pas à grand chose, je pense, de publier l'intégralité d'une vidéo où il y a quand même beaucoup de trucs qui, pour un mec random, n'ont aucun intérêt, tu vois. Donc je pense qu'il faudrait Ouais. vraiment du montage. En soi, ça me dérange pas de les publier, tu vois, mais bon, autant le faire sous une forme un peu mieux achevée, quoi. Je suis d'accord. Faut pas être pressé dans la vie. Exact. Wally.
Une bien belle maxime. Bon, eh ben écoutez, Bah, merci. Eh ben, merci à vous pour votre fidélité et votre implication. Prochain épisode, le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Épisode pour c'est lequel beau. nous profiterons de la participation, j'espère, de notre invité Le Mort, dont vous vous souvenez peut-être pour sa participation Ah au ouais. premier épisode, et qui s'y connaît beaucoup en fétichisme. Donc ça va être un vrai plaisir de l'avoir parmi nous. On l'enquêtera pas plus. Bon, en tout cas, merci, et il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Bonne soirée. De même. Ciao. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.